Alors, bonjour à tous. Pour cette journée internationale des droits des filles, nous avons souhaité traiter du thème de la précarité menstruelle et des droits des filles. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir Edrine Samba, fondatrice de Bakento AFAP, mais aussi de la Mayoterie du Congo, ainsi que Yacine Moufouma, qui est présidente de l'association Ondo Congo. Comment allez-vous les filles? Bonjour Badila, ça Vous va? m'entendez? De mon côté, Bonjour Oui, Fadila, bonjour. ça va? ça va. Ça va? Content d'être avec nous pour ce thème qui est très, très, Oui, très important. Parce qu'on parle des droits des filles, mais la précarité menstruelle aussi dans les pays africains et auxquels sont confrontées les jeunes filles est un thème, je trouve, important à aborder en cette journée parce qu'il y a encore beaucoup trop de filles qui n'ont pas accès aux produits d'hygiène, même pour se laver, même pour les maladies liées au cycle menstruel. Yacine pourra nous en parler. Donc, vraiment, merci les filles d'avoir répondu présentes à ce webinaire sur précarité menstruelle et droits des filles. Alors, Edrine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ta présentation? Parce que j'ai fait une présentation brève, et peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est parfait. Moi, je pense qu'au fil de nos échanges, on aura complété au fur et à mesure notre parcours, en tout cas le mien. Donc, non, c'est parfait. D'accord, je te remercie. Alors, je vais commencer par Edrine, parce qu'avec l'association Bakento AFAP, c'est vrai que tu t'occupes des femmes, mais aussi des jeunes filles. Et les jeunes filles, ce sont les futures femmes de demain. Et aussi, dans l'entreprise que tu as créée, la Magnoterie du Congo, tu emploies beaucoup de femmes qui pourvoient aux besoins de leur famille aussi. Et donc, merci de les amener à cette autonomisation et de ces femmes aussi, ces mamans sont des exemples pour leurs filles, leurs nièces, leurs petites filles et leurs tantes. Donc, vraiment, nos thèmes touchent tout le monde, hein. On parle des droits des filles, mais les femmes avec lesquelles tu travailles aussi, elles ont des problèmes aussi de précarité menstruelle. Alors, la première question que je voudrais poser, Edrine, c'est que selon toi, ce que tu as pu constater sur le terrain, je rappelle que tu es au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, j'aimerais savoir dans quelle mesure tu as pu constater que la précarité menstruelle affectait la scolarité des jeunes filles et quels sont, selon toi, les impacts socio-économiques? Parce que on a fait ton portrait comme ça rapidement, mais tu as quand même une expérience de terrain et je voudrais savoir quel est ton constat sur la question. Ben, je voudrais tout d'abord te remercier, Badila, pour cette occasion. Et c'est parfait parce que tu as vraiment planté le décor en ce qui concerne les femmes et en ce qui concerne l'évolution féminine. On va partir d'une petite fille, voilà, de bas âge, mais on va arriver effectivement à une femme qui a besoin de s'autonomiser, que ce soit au niveau du bien-être santé, mais également une autonomisation économique. Donc oui, effectivement, on a besoin tous ces paliers de femmes, de la fille à la femme de 60 ans, a besoin d'autonomisation à certains degrés de la vie, effectivement. Et pour répondre à la question qui est alors, je ne sais pas si tu peux répéter la question pour pouvoir En fait, quel constat tu fais? Je parle des jeunes filles, mais je parle aussi des femmes, hein. Quel constat tu as pu faire dans la précarité menstruelle parmi les jeunes filles ou les femmes avec lesquelles tu travailles ou là où tu as pu intervenir avec tes nombreuses activités et comment tu as pu voir que ça a impacté leur accès à l'éducation et aux opportunités économiques aussi peut-être? Tout d'abord, on va parler de la jeune fille, de la fille qui est scolarisée. C'est vrai qu'il y a un impact. Je suis à Pointe-Noire, donc au Congo-Brazzaville, et bon, je ne pense pas que la jeune fille de Pointe-Noire ou de la périphérie soit différente d'une jeune fille d'un pays d'Afrique ou d'une jeune fille d'une autre ville du monde.
c'est que ce qu'on remarque souvent, c'est cette précarité menstruelle qu'il y a, parce que ce sont des jeunes filles qui, une fois, de plus en plus, les jeunes filles ont leur menstru tôt. C'est un constat qui est fait au niveau mondial. Et aujourd'hui, on a des filles à l'école primaire, donc qui ont 9 ans, des fois 8 ans, ça existe, des jeunes filles qui ont leurs règles et commencent un parcours de précarité parce que selon comment ça se passe et comment l'accompagnement a été fait dès le départ, ça a un impact positif ou négatif pour la suite. Je vais donner un exemple d'une jeune fille qui découvre ses règles à l'école. Donc là, je vais partir vraiment dans un exemple, on va dire extrême, c'est-à-dire qu'elle se rend compte, elle a des taches sur son vêtement et autour d'elle, il y a quand même le regard de ses copains, de ses camarades. Et là, une sorte de malaise. Et donc, quand ce malaise n'a pas été accompagné, quand cette prise en charge n'a pas été faite au niveau scolaire, c'est un problème. Et là, je viens au problème qui n'est pas résolu dans les écoles, parce que nous avons des écoles où nous n'avons pas d'infirmerie. Et donc, avoir une infirmerie dans chaque école a une importance pour les jeunes filles qui peuvent être sensibilisées à vivre les premières règles. Donc, il y a cette partie-là. Il y a ensuite cette évolution où nous ne sommes pas forcément dans des familles loties où nous pouvons obtenir des serviettes hygiéniques tous les mois. Et c'est très compliqué et ça emmène les scolarisés à s'absenter 5 jours par mois, souvent, pour éviter de se tâcher, parce que c'est vraiment la première hantise des jeunes, c'est se tâcher. C'est même pas encore le mal, ce n'est pas encore l'inconfort, c'est d'abord l'inconfort des règles basiques, de façon basique. Et pendant ces 5 jours, il peut arriver un concours, il peut arriver un devoir, il peut arriver une composition, et là s'installe aussi un écart entre le garçon et la fille qui sera absente pour raison de menstru et qui n'est pas encore reconnue ici. Ça reste une absence et c'est parfois un concours tellement important qu'il ne va pas être refait. Et donc, cette fille est de facto, on va dire, écartée en fait du cursus ou du parcours scolaire, tout simplement. En tout cas, je te remercie pour les éléments que tu as apportés parce que c'est vrai que ce fait d'avoir une infirmière au sein des écoles primaires, des collèges, des lycées, peu importe, hein, jusqu'à l'université, pour pouvoir exposer ce problème parce qu'on ne sait jamais si ça a été traité à la maison, même s'il y a des campagnes de sensibilisation, même si on entend parler, il y a aussi, je pense, une différence entre les zones rurales et les zones urbaines aussi. Ça doit être encore, voilà, on sait que la situation est encore plus dramatique en zone rurale. Mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce qu'une infirmière sur place pour expliquer, parce qu'on n'en est pas encore, comme tu disais, même en Europe, à avoir des journées à décaler des examens en raison de menstrues. Et Yacine pourra bien nous édifier sur cela quand elle nous expliquera ce qu'est l'endométriose et comment ça peut être vécu par les jeunes filles, justement, comment leurs droits du coup à la scolarité peuvent ne pas être respectés parce que c'est des périodes d'absence, c'est des périodes de traitement, c'est des périodes où on n'est pas bien et où on peut passer à côté justement pour venir à la question d'une opportunité économique et du droit à l'éducation en ce qui concerne nos jeunes filles. Et par rapport, je voulais te poser la question, Edrine, tu as parlé de
cet accès à une infirmière justement dans l'environnement scolaire, hein, mais qu'en est-il? On parle beaucoup des serviettes hygiéniques cousues là, en coton. Excuse-moi, je ne trouve pas le terme tout de suite là. Des C'est des serviettes serviettes lavables, voilà, lavables. Je voulais réutilisables. savoir, voilà, j'aimerais savoir on en est où au Congo en l'occurrence, vu que tu es à Pointe-Noire. Est-ce qu'il y a une avancée? Parce que je sais qu'au Sénégal, au Gabon, au Bénin, les jeunes filles peuvent s'en procurer à l'école. Il y a même des entreprises qui ont développé un business autour de ça pour les jeunes filles. Et surtout avec les problèmes de poubelles, de déchetterie, de tout ça, on ne sait pas jeter, on ne sait pas où jeter sa serviette. Donc, vraiment, ça a beaucoup de… C'est très utile, hein, ces histoires de serviettes réutilisables. J'aimerais savoir, voilà, est-ce que tu suis une évolution par rapport au Congo? Comment ça se passe? Alors, il y a quelques années, j'ai lancé une campagne de sensibilisation sur les serviettes lavables, réutilisables. Et j'ai découvert plusieurs volets, plusieurs aspects qui pourraient être un frein à l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables, voilà, Lavable. utilisables. Alors, il y a d'abord deux niveaux. Il y a la partie urbaine qui est moins enclin à l'utilisation, bien qu'elle pourrait être économique et bien qu'elle pourrait être pratique justement pour pallier aux moyens financiers et aussi pour raisons de santé, puisque certaines études montrent qu'il peut avoir aussi des modifications euh, de, 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 de santé féminine à cause des serviettes hygiéniques Tout à jetables. fait. Voilà. Et donc il y a le premier volet urbain. Il y a le volet plutôt dans les campagnes, dans nos villages, où les choses existent déjà depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand on y va pour interviewer les mamans, les grands-mères, elles nous expliquent qu'il y a des systèmes dans les villages, justement par manque de moyens auparavant et justement dans le souci des déchets. Les femmes ont toujours utilisé des bouts de tissu en guise de serviettes hygiéniques. Et souvent, dans la plupart de nos régions, on m'expliquait qu'il y avait derrière une porte, on va dire un arrière-porte de femmes, c'est-à-dire qu'il y avait des bouts de tissu parce qu'elles estimaient que dès qu'il y avait une femme, une jeune fille de la maison qui avait ses menstrues, elle se partageait les bouts de tissu qui étaient relavés bien évidemment après utilisation et bien séchés. Voilà ces deux volets. Donc, quand on a fait cette sensibilisation, on s'est rendu compte que la cible qui était enclin à l'utilisation des serviettes lavables était plutôt dans la partie campagne, village et autres, parce que il y a aussi un phénomène qui aiderait à mieux l'utiliser. C'est l'accès à l'eau. Tout Dans les à fait. villages, nous avons des rivières. Dans J'allais les y venir. villages, nous avons donc des cours d'eau qui permettent de nettoyer au mieux les serviettes hygiéniques. Et en milieu urbain, donc en ville, nous avons un peu ce frein-là à l'accès à l'eau L'eau. régulièrement, parce qu'une serviette réutilisable demande vraiment une bonne utilisation d'eau, une bonne hygiène pour éviter justement la prolifération des microbes. Et donc l'impact, la réticence a été aussi sur un autre volet. Donc ça, c'est le premier volet d'accès. Le deuxième volet, c'est plutôt que la serviette
réutilisable a été longtemps considéré comme un produit pour les pauvres, un produit de personnes venant des villages. Et qu'en étant dans la modernité nous a apporté des serviettes hygiéniques jetables, même si elles posent un problème de déchets. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, la solution, c'est une grande sensibilisation. Et après nous, il y a effectivement beaucoup de campagnes de jeunes filles qui aimeraient arriver aussi à avoir des solutions, à trouver des solutions autour de l'utilisation des serviettes hygiéniques. Et encore une fois, nous avons besoin de matières premières pour confectionner des serviettes hygiéniques réutilisables comme il se doit, avec toute l'hygiène. Mais je pense aussi que on est quand même à une étape embryonnaire. Ça va venir, c'est une redoublée de sensibilisation, c'est commencer à sensibiliser les jeunes filles dès l'école primaire, et ça fera chemin. Je suis convaincue que ça fera chemin parce que aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de maladies liées à l'utilisation des serviettes jetables, et c'est important aussi d'intégrer ce mode de protection dans notre environnement. D'accord. En tout cas, merci Edrine. La réponse a été vraiment complète. Je retiens que tu parles, oui, qu'il faut sensibiliser l'école primaire, c'est-à-dire donner les informations aux jeunes filles, sensibiliser sur le fait que les serviettes périodiques réutilisables, bah, ce n'est pas faire un retour en arrière, mais c'est plutôt voir tous les problèmes, comme tu disais, liés à l'assainissement, à la possibilité de l'accès à l'eau aussi, parce que justement, ces serviettes périodiques-là, jetables, on sait qu'il y a les problèmes de voirie, de déchetterie, ça se retrouve un peu n'importe où. Et justement, à ce sujet, je me demandais si, en préparant en fait ce webinaire, dans certains pays, en fait, il y a des pratiques faites ou des croyances, je dirais plutôt, sur les jeunes filles liées à la sorcellerie et à l'exclusion sociale des femmes et des filles pendant leurs règles. On les exclut, on se cache. Ah, je pense que vous avez déjà entendu, oui, il ne faut pas cuisiner, ou elle porte malheur, ou il ne faut pas qu'on voie sa serviette. Ainsi de suite. Donc, tout un ensemble de croyances mystiques autour de ça. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça et si justement tu as déjà entendu dans l'environnement aussi, dans ton environnement en tout cas, ce genre de croyances et de discrimination, parce qu'on est en train de parler des droits des filles et les exclure à cause de ça, alors que c'est quelque chose de naturel et mystifier les règles des femmes, c'est tout simplement naturel. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le penser, c'est tout simplement de la discrimination. C'est de la discrimination parce que déjà, on stigmatise beaucoup la jeune fille dans son entièreté. Et quand on arrive aux règles, c'est tabou, c'est sale. Mais il faut savoir que c'est grâce aux règles aussi qu'on mesure la fertilité. C'est grâce aux règles aussi qu'on est dans la perpétuation de l'humanité. C'est aussi ça qui fait que une femme est une femme et qui la diffère aussi d'un homme. Parce que les règles, ben, c'est un cycle. Ça a son nom, en fait, ça porte son nom. Donc, c'est une aberration de stigmatiser les filles. On a longtemps été mises un peu au placard et souvent, c'est nous, femmes, qui le transmettons à nos filles. Moi, je me souviens, petite, dès que j'avais mes règles, il fallait plus jouer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, en fait, c'est-à-dire qu'on me bannissait de mon environnement d'enfant parce que tout simplement, dès l'instant où j'avais mes règles, je devenais grande. Et il y a aussi cette
cette peur qui est instillée auprès des filles, au lieu d'une sensibilisation bienveillante, il y a cette peur que une fois qu'on a ces règles, on est foutu. Or, dans la sensibilisation, il faudrait vraiment qu'on insiste sur le fait que les menstruations ne sont pas un tabou. Aujourd'hui, je suis contente, je suis heureuse de voir des publicités où on parle de règles. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait... Mais elle n'était jamais rouge. Elle n'avait jamais la couleur bleu. Donc, il y avait des règles bleues, des règles violets, enfin, il y avait toutes les couleurs qui passaient, mais il n'y avait jamais le rouge. C'était tellement tabou. Et aujourd'hui, il y a une ouverture, même dans la féminité, l'hygiène féminine, on parle de toutes les formes et on parle de toutes les parties de femmes. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais on a besoin de ces exemples-là pour dire qu'on avance. Et c'est vrai c'est marrant parce qu'on est quand même, on parle de modernité, mais c'est souvent nous les modernes qui mettons en plus de l'accent sur la peur, sur être propre, sur avoir ses règles et le montrer, c'est pas normal. On se souvient que quand on sait qu'une fille a ses règles, elle panique parce que l'entourage n'est pas censé savoir qu'elle a des règles. Ça, encore, une aberration. Ce n'est pas normal de pouvoir avoir honte de ses règles. Les règles, c'est la vie. Et je pense que dès tout petite, dès qu'une fille comprendra que les règles, c'est la vie, c'est l'estime de soi. On commence par l'estime de soi, c'est la confiance en elle aussi qu'on renforce avec, avec les règles. Donc oui, on entend qu'il ne faut pas faire certaines préparations. Alors, on entend souvent, voilà, on a souvent des sauces lourdes qui attraient un peu aux règles, donc c'est interdit que la fille touche pendant ce moment-là des préparations, elle est mise de côté et c'est dommage. Donc c'est à nous femmes, déjà, femmes de toute génération, nous qui avons déjà l'âge d'avoir vécu toutes ces premières fois, de pouvoir mettre en confiance les jeunes filles qui naissent et les jeunes filles en période de menstrues et avoir confiance en elles. En tout cas, merci pour ces paroles vraiment bienveillantes et ce message vraiment positif. C'est vrai que tu as parlé de la communication. Alors oui, c'est vrai que dans les pubs, on voit que on en parle de plus en plus. On met la vraie couleur, en effet, comme Yacine était en train d'inquiéter. Et déjà, le montrer, le voir, c'est un peu habituer les mentalités à se dire oui, c'est comme ça, et il n'y a pas à en avoir honte, il n'y a pas à se cacher. Et les transmissions aussi, tu l'as bien marqué dans nos sociétés africaines aussi, la façon dont on transmet de mère en fille les choses. Ah, tu es sale, ah, va là-bas, ah, on n'a pas la bienveillance toujours autour des menstrues pour accueillir ces menstrues. On fait peur aux filles. Moi, je sais que ma mère m'avait dit que quand elle avait eu ses règles, on lui avait dit ne parle surtout plus aux garçons. Elle ne savait même pas le motif. Donc, quand elle les voyait, elle changeait de trottoir. Bon, donc, je pense que c'est des témoignages qu'on a tous entendus. On s'éloigne vraiment des droits des filles qui est de pouvoir se promener, de continuer à faire leurs activités si elles peuvent surtout Oui, de pouvoir se rendre aux examens. Et ça, c'est justement la précarité mensuelle. Il n'y a pas toujours l'accès et à l'eau pour garder une hygiène saine et aux serviettes pour pouvoir se protéger et encore moins voilà, aux comprimés lorsqu'on a des douleurs. Donc, certes, moi, je suis une grande fan des tisanes africaines qui soulagent, mais quand les mots sont plus forts, parfois, les tisanes ne soulagent pas. Et je vais te passer la parole, Yacine. On va bientôt libérer notre sœur Edrine. Mais j'ai une dernière question pour toi. Du coup, si tu aurais trois actions fortes, selon toi, à mener ou qu'on devrait mener tous ensemble au final, comme tu l'as dit, c'est chacune dans sa génération, celles qui sont passées par là.
celles qui combattent l'accès aux jeunes filles à des serviettes, à une meilleure hygiène, sortir de cette précarité menstruelle, justement. Tu penses qu'il faudrait axer nos efforts sur quelles actions phares qui, selon toi, sont nécessaires pour avancer un peu plus et aller au-delà de la sensibilisation? Parce que c'est bien, on donne l'information, on sensibilise, mais une fois que j'ai l'information, si j'ai pas de sous pour me procurer les serviettes, si j'ai pas d'eau, si j'ai des douleurs et que je veux pas me rendre au cours, voilà, qu'est-ce que tu penses à quoi? Quelles actions, si tu peux m'en citer trois pour terminer sur ton intervention, Idrine? Menstruelle. C'est très important. Au-delà de la sensibilisation et de la manière d'utilisation des kits d'hygiène menstruelle, on a besoin d'avoir donc autant la transmission de la sensibilisation est faite, autant la transmission aussi du matériel l'est. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour que nous arrivions à la serviette hygiénique lavable. On est en transition pour le faire. Mais en attendant, nous avons besoin de mettre à disposition les kits d'hygiène menstruelle. Il y a quelques années, et c'est toujours d'actualité, nous avons lancé Une femme, une protection. Pourquoi une femme, une protection? Je donnais l'image, par exemple, des communautés des fumeurs. En général, les fumeurs, quand ils se rencontrent, qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, ils se posent toujours une question. Est-ce que tu n'aurais pas une clope pour moi par hasard? Et l'idée, c'est d'arriver à ça, c'est-à-dire que même quand on n'a pas ses menstrues, d'avoir une serviette hygiénique à disposition au cas où on rencontrerait une jeune fille, une femme qui se tâcherait et autres. C'est vraiment mettre sa serviette hygiénique, pas seulement pour soi, mais aussi pour l'autre. C'est transmettre aussi ces kits-là, avoir à disposition. Donc, au-delà de ça, au-delà des kits réguliers à donner, nous n'avons pas encore des box de serviettes hygiéniques un peu partout, mais l'idéal serait ça. Si dans les pharmacies, on peut accepter d'avoir des box pour serviettes hygiéniques comme on les a pour des préservatifs d'hommes, on aura avancé d'un pas. Je sais que dans des pays développés, ça existe. Pas suffisamment, mais ça existe déjà. Mais on aimerait aussi que, au-delà de nos paroles, des sensibilisations, qu'il y ait des espaces où on trouverait, où une jeune fille viendrait récupérer une serviette de ci, de là, parce qu'elle n'en a pas. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a un phénomène aussi qui peut être aussi récurrent, mais ça, c'est valable dans tous les pays où des fois, la serviette hygiénique est monnayée contre des faveurs intimes. Et là, on arrive quand même à des drames. Donc, au-delà, je pourrais dire, au-delà de la sensibilisation, de la communication, mettons des serviettes à notre disposition pour en donner à d'autres. Wow, en tout cas, c'est un très beau message et que toutes celles qui nous entendent, et même les garçons, hein, on les met dedans, on va les impliquer dedans. Gardez, si vous avez une sœur, une cousine, une maman qui a un paquet de serviettes hygiéniques, je pousse peut-être loin, mais moi, j'aime bien la masculinité positive aussi et les inclure dans les débats parce que c'est un débat qui se fait avec eux aussi pour nous aider, pour nos jeunes filles, nos sœurs et nos mamans, nos tantes, nous-mêmes. C'est voilà, je peux avoir une serviette dans mon sac, j'ai une copine à l'école, une amie, une collègue quoi, qui est en galère, elle sera surprise, comme tu dis, comme la communauté de fumeurs, on ne regarde pas le genre. On ne regarde pas que je demande la cigarette à un homme ou à une femme. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, chers hommes ou chers garçons qui va nous écouter en ce jour des droits des filles, si vous pouvez avoir une serviette, n'ayez pas honte. Au contraire, c'est un acte bienveillant de se dire, j'ai pu aider une amie en classe qui se trouvait dans une situation, elle aura peut-être aussi moins honte de se dire que le jeune homme sait ce que c'est et voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Edrine, pour ta participation à ce panel sur la Journée internationale des droits des filles. Le combat est long, mais plus on va en parler, plus on va réfléchir ensemble sur comment résoudre certaines problématiques liées à cette précarité mensuelle et qui empêchent les jeunes filles d'être totalement incluses dans la société. C'est que 5 jours dans le mois pour certaines, je parle d'une moyenne, mais on se rend compte que ça peut vraiment paralyser le cursus scolaire ou bien professionnel d'une jeune femme. Donc, merci beaucoup, Edrine, et à très bientôt, j'espère. Merci Badila, à toi. Voilà, et puis je vais continuer avec Yacite sur le thème de l'endométriose. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Yacite, on va continuer ensemble sur l'endométriose parce que la santé des femmes touchées par l'endométriose ou des jeunes filles même ayant des règles douloureuses peut aussi être pris en compte justement dans le cadre scolaire, dans la vie professionnelle. Et le combat est long parce que je sais que déjà, ça met du temps pour diagnostiquer la maladie, je crois en moyenne 7 ans, mais tu pourras nous l'expliquer mieux que personne. Et donc, du coup, toutes les conséquences liées à cette maladie peuvent amener les jeunes filles à devoir se rendre régulièrement aux toilettes, donc que ce soit à l'école ou au travail, et justement avoir des sanitaires à l'école qui soient propres pour que quand j'ai ces problèmes-là liés à l'endométriose, je puisse aller fréquemment aux toilettes parce qu'on sait que outre les douleurs, la maladie, elle occasionne aussi une fatigue chronique importante qui peut vraiment nous faire rater une année de scolarité ou bien une opportunité de travail, un concours, comme disait si bien Edrine. Donc, je ne vais pas trop parler parce que c'est ton sujet. Sur le sujet. Voilà. Donc, bienvenue à toi, Yacine. Je rappelle, fondatrice de l'association Endo Congo. Oui. Donc, si tu veux, je vais te laisser présenter un peu l'association et puis après, on pourra passer à un échange de questions entre nous sur cette précarité menstruelle dans le cas de l'endométriose, des difficultés rencontrées et les droits des filles. D'accord, merci beaucoup, Badila. C'est toujours un plaisir. Endo Congo, c'est une association qui a été créée en 2019, donc juin 2019. On pose les fondements. C'est une association qui comprend des médecins gynécologues du CHU de Brazzaville. Nous avons deux gynécologues référents, dont le docteur Bouambo et le docteur Mambila, et qui est présidé par le professeur Itoua, donc le service du professeur Itoua, donc qui a mis à notre disposition des médecins de son service. Et il y a aussi des patientes. Donc, la vice-présidente est une patiente, une femme atteinte d'endométriose. Et ensuite, il y a des sympathisants, donc des proches, des personnes, des collègues, des proches, des sœurs qui m'ont vu en fait dans mon combat, dans mon parcours avec la maladie et qui ont été vraiment touchés par cette initiative et ils se sont dit pourquoi pas m'accompagner, me soutenir. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé, donc en 2019. Et voilà, jusqu'à ce jour. D'accord, en tout cas, félicitations pour l'initiative. Il n'y en a jamais de trop. Comme on dit, plus il y a d'initiatives, plus on peut donner l'information, plus les gens peuvent mieux comprendre ce que traversent les filles et les femmes atteintes d'endométriose. Et justement, toi, tu es atteinte de cette maladie, mais au-delà de toi et des constats que tu as pu faire, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les filles, les femmes atteintes d'endométriose au Congo, en Afrique de manière générale, parce que je sais que tu es connectée avec différentes femmes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici en France, ou voilà. Mais en Afrique, je sais que tu as des connexions avec d'autres associations qui œuvrent, en tout cas, pour accompagner les femmes d'endométriose. Et qu'est-ce que tu as les constats que tu as pu faire dans la scolarité d'une jeune fille qui est atteinte d'endométriose? Ça peut venir de ta propre expérience, mais aussi des constats. Les filles atteintes d'endométriose
au Congo ou en Afrique sont confrontés à deux problèmes, donc à différents problèmes. Donc, il y a la problématique de l'ignorance. C'est une maladie qui n'est pas très connue. Et donc, pas souvent, on pense pas souvent à l'endométriose. On se dit que ce sont des règles douloureuses et depuis depuis le bas âge, ou en fait depuis l'âge de la jeune fille, on nous apprend que les règles douloureuses, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Voilà, ça va passer, ça finira par passer. Après 1 ou 2 grossesses, ça ira. Et donc, on s'habitue à cette idée. Donc, tous les mois, on souffre. Tous les mois, on souffre. Et on se dit, bon, comme je ne suis pas encore prête à avoir des enfants, je ne suis pas mariée ou je ne suis pas prête à fonder une famille ou tout simplement, je ne suis pas prête, je suis encore à l'école, donc je dois supporter, je dois avoir mal tous les mois, je dois souffrir ou m'absenter en cours parce qu'il y a des conséquences. C'est l'absentéisme. Et donc, voilà, je vais souffrir, mais donc, il y a cette ignorance-là, que les règles, c'est normal, mais la douleur, non. Et une fois qu'on se lance dans un parcours pour essayer de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement, parce que il faut savoir que les règles douloureuses, c'est juste un des symptômes de la maladie. D'accord. C'est vraiment un signe d'alerte, mais ce n'est pas toujours les règles douloureuses. Il n'y a pas que les règles douloureuses. Donc, la douleur, elle va vraiment se généraliser. Des douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs au moment d'uriner, donc des problèmes urinaires, des constipations, donc parfois on confond avec une colopathie fonctionnelle, des douleurs pelviennes chroniques, donc vraiment on a mal tout le temps et c'est permanent. Donc, les douleurs qui s'irradient dans les jambes, on est fatigué, donc une fatigue chronique, mais vraiment, on est douloureuse. On a vraiment des sensations de coups de couteau dans l'utérus, dans le ventre, dans le vagin, excusez-moi du terme, mais c'est le terme. Voilà, donc du coup, c'est là où on se dit, bah, il faut que je consulte un médecin, il faut que je consulte, et ajouter à ça des problèmes d'infertilité. Très souvent, c'est ce qui fait qu'on commence à se poser des questions quand le bébé ne vient pas. On commence à se dire, bah, tiens, il faut que j'aille consulter. Mais pendant toute la période donc de la jeune fille, elle ne va pas penser à ça. Elle va se dire que les règles douloureuses, c'est normal. Et quand elle va vouloir avoir des enfants ou sera en âge de procréer, elle va aller consulter des médecins parce que le bébé ne vient pas, mais il y a une endométriose. Mais pendant ce temps, la maladie a pris le temps de vraiment s'enraciner, à coloniser tous les organes et ça devient compliqué. Donc, les 2 problèmes, c'est l'ignorance et puis le parcours de diagnostic qui est très long. Donc, il faut en moyenne 7 à 10 ans. Ça, c'est en France ou dans d'autres pays développés. Donc, je vais dire qu'au Congo, c'est plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et donc, voilà, on reste dans un parcours très difficile de médecin en médecin et parfois on est découragé. Et voilà, on subit la maladie, on subit les douleurs sans rien dire. Donc, voilà. Donc, le parcours reste très difficile. Donc, une fois aussi qu'on a posé le diagnostic, ça devient encore un parcours de combattant. C'est vrai qu'il y a un soulagement parce qu'on se dit, voilà, je n'étais pas folle, j'avais bel et bien mal, parce qu'il y a aussi vraiment cette culpabilité-là de se dire que oui, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis juste chaude, je ne supporte pas quand j'ai les règles et tout. Mais en fait, quand on arrive à diagnostiquer, on se dit, ah, il y a un soulagement parce que c'est vrai ce que je ressentais. Mais après, là, ce n'est que en fait, le début en fait, de Le tout. début, tout à fait. Parce qu'on te fait comprendre qu'il n'y a pas de... Déjà, l'accès aux soins est difficile au Congo. Et justement, on va y venir. Tu anticipes mes questions, Yacine. Pardon. Non, je t'en prie, on va y venir. Mais voilà, tu as parlé justement, je reviens de tout ce qui est douleur. Tu as décrit vraiment, ce ne sont pas entre guillemets, je mets vraiment des guillemets parce que toutes règles douloureuses, aucune ne sont à prendre à la légère. Mais comment justement
on rentre dans les écoles, les établissements à l'âge où l'on sait que la jeune fille va avoir ses règles pour sensibiliser. As-tu à aller donner de l'information sur cette maladie au sein de primaire, collège, lycée au Congo? Et comment ça a été accueilli? Ben déjà, les règles, il faut savoir que c'est un concept, c'est une notion qui est très banalisée en Afrique. Donc déjà, venir sensibiliser sur les règles, endométriose et faire comprendre aux gens que finalement, parfois, c'est pas que les règles douloureuses. Parce qu'il y a des femmes qui ont des douleurs pendant leurs règles, mais c'est pas forcément une endométriose. Donc, Tout à fait, c'est pas à faire un constat alarmiste, c'est règles vraiment douloureuses, donner l'information. règles douloureuses, c'est pas égal à endométriose. Donc, Tout à fait. voilà, c'est un des symptômes. Donc, c'est un signe qui reste alarmant. Donc, il faut vraiment, il faut veiller. Et donc, voilà, c'est banalisé. Mais en fait, ce que l'association Endo Congo fait, c'est vraiment rencontrer des jeunes filles, même des jeunes garçons, dans des lycées de Brazzaville et sensibiliser. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'ils comprennent et ils trouvent vraiment le sujet intéressant parce qu'on a toujours une sœur, on a toujours une amie, on a même soi-même, on a ces problèmes-là, mais souvent on ne se rend pas compte que c'est plus grave quand on pense ou bien le sujet est sensible. D'accord. Donc, ils découvrent la maladie lors de tes interventions. En général, si tu fais un sondage sur une classe, les gens ne sont pas au courant de cette maladie-là, je suppose. Oui. En C'est pas une général, maladie qui est connue. c'est la première fois qu'ils entendent parler d'endométriose. Et en général, il y en a qui se reconnaissent dans les symptômes. D'accord, Oui. ils se reconnaissent dans les symptômes. D'accord. D'où vraiment l'importance de sensibiliser. D'accord, oui, donc mais ça, ce n'est pas, quand ça n'arrive pas, ça leur fait pas peur. C'est-à-dire qu'ils prennent l'information. Tu n'as pas senti dans cette découverte de cette maladie qui existe des peurs, des craintes en disant, ah, moi j'ai des règles douloureuses, donc je dois avoir ça et des paniques. Parce que tu sais, comme tu dis, dans notre éducation et depuis que le monde est monde, ah, les règles, on l'a très bien dit tout à l'heure avec Catherine, ça fait mal, une femme doit souffrir, faut supporter, faut ceci, faut cela. Mais comment les jeunes filles, en tout cas, arrivent à se dire, bah, peut-être que j'ai ça. C'est quand tu touches quels symptômes qu'elles arrivent à s'interroger sur, bah, il se pourrait que j'ai cette maladie. Les douleurs, déjà les règles douloureuses, les douleurs urinaires, les D'accord. constipations, les ballonnements, les vomissements. En fait, il y a beaucoup de symptômes, donc ils se retrouvent. Mais c'est pas qu'elles ont peur quand elles entendent, mais c'est plutôt c'est plutôt dire que je suis pas la seule à voir. C'est parce que ce qui se passe, c'est que les femmes, elles sont tellement dans l'isolement, les jeunes filles, elles sont tellement dans l'isolement, donc elles ne peuvent pas savoir que chez le voisin ou la fille de la voisine vit la même chose. Et donc, pendant ces conférences, quand on découvre que, ah bon, je n'étais pas seule. Et ensuite, il y a beaucoup de doigts qui se lèvent et on se sent moins seul, en fait. C'est déjà ça, briser vraiment cette barrière, ce tabou-là. Et après, celles qui sont vraiment intéressées se rapprochent des gynécologues à la fin pour, en fait, poser plus de questions. Après, elles ont des rendez-vous de consultation au cabinet pour faire plus pour poser un diagnostic ou faire plus des examens poussés pour savoir si effectivement c'est une endométriose ou ou ça peut être autre chose. D'accord. Bon, on a bien compris qu'il y a un parcours de l'errance médicale, l'errance gynécologique avec l'endométriose. Comme tu dis, en Europe, c'est 7 à 10 ans de diagnostic d'errance comme ça médicale. En Afrique, c'est encore plus long parce que, comme on dit tout à l'heure, il y a les croyances autour de ça. Il y a le fait que la femme doit endurer aussi. Il y a cette éducation-là. C'est le fait d'avoir honte aussi, de se cacher, d'être exclu. Et justement, tu dis que ton association, quand vous partez en tout cas pour sensibiliser dans les écoles et lycées les jeunes filles à la maladie, après elles peuvent se rapprocher des gynécologues de l'association pour poser le diagnostic. On parle de précarité menstruelle, ça va aussi avec la poche. Est-ce que ces consultations sont payantes? Il y a un tarif préférentiel ou comment ça se passe ou elles ont accès facilement et librement?
L'idée avec l'association, c'est vraiment mettre en place un système en fait, de tarifs préférentiels, de tarifs réduits pour les membres de l'association ou des filles ou des femmes même qui ont des suspicions d'endométriose. Donc déjà, l'idée, c'est de les mettre en contact avec des médecins susceptibles de poser un diagnostic parce que c'est pas tous les médecins qui sont formés au diagnostic d'endométriose et c'est pas tous les radiologues qui sont formés pour poser un diagnostic parce que pour le diagnostic de l'endométriose, il faut faire des IRM, il faut faire une échographie pelvienne, c'est la symptomologie aussi, donc les médecins qui vraiment s'y connaissent par simple, en fait, la patiente peut juste relater son vécu, son quotidien et le médecin peut mettre un doigt. Par exemple, avec moi, le diagnostic s'est posé avant que je fasse des examens poussés. Donc, voilà, il y a aussi l'expérience qui joue et voilà, la maîtrise en fait du sujet. Donc, il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont malheureusement au courant et donc, on travaille avec des médecins formés au diagnostic. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment faciliter l'accès aux consultations. Donc, ces médecins, soit les médecins de l'association, soit les reçoit à titre gratuit ou avec des tarifs réduits. D'accord. On a beaucoup parlé de la jeune fille parce que c'est elle qui nous amène aujourd'hui dans cette thématique. Mais comme je dis, ce sont les futures femmes de demain. Et je me dis, toi qui es passée par cette étape et qui es une jeune femme aussi, comment ça se passe dans le milieu professionnel? Ça veut dire une femme atteinte d'endométriose, comme je disais. Est-ce qu'il y a lorsque l'on en parle au travail, est-ce qu'il y a des aménagements qui sont possibles par rapport à un diagnostic posé, attesté par des médecins, de se dire, bon, on va aménager ses heures ou peut-être que, voilà, les toilettes, elle aura le droit peut-être à plus de pauses, je ne sais pas, des aménagements dans le cadre professionnel pour faciliter aussi l'embauche des femmes, parce qu'on est toujours sur l'absentéisme au travail. Déjà, on sait qu'il y a une discrimination quand les femmes tombent enceintes, elle va prendre des congés maternité, elle va s'absenter, elle va éduquer ses enfants. Mais là, justement, quand on est face à une femme qui a cette maladie, mais qui est compétente, qui peut travailler, est-ce que tu as vu, en tout cas, toi, des aménagements liés lorsque tu en as parlé? Est-ce qu'on t'a facilité ou pas? Comment ça a été accueilli en milieu professionnel? Alors, moi, c'est vraiment assez spécial, mais je vais vraiment d'abord parler de manière générale. C'est que la maladie est très mal connue du grand public. En fait, elle n'est pas connue du grand public, ce qui veut dire que les politiques managériales n'y pensent pas. En fait, ils ne connaissent pas. C'est pas par mauvaise foi, mais ils ne connaissent pas la maladie. Et donc, il n'y a pas de politique qui prennent en compte, en fait, cet aspect-là. Déjà, donc, et il faut savoir que l'endométriose impacte vraiment la performance, affecte vraiment la performance des femmes au travail ou même à l'école. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment un taux d'absentéisme élevé et qui peut pousser au licenciement. Donc, la majorité des femmes que je connais, soit elles se gavent d'hormones pour ne pas avoir les symptômes et aller travailler, ou soit, en fait, elles ne travaillent pas. Maintenant, moi, dans mon cas, j'ai travaillé que dans une seule structure au Congo. Donc, quand je suis rentrée du Sénégal, j'ai eu la chance de travailler dans une fondation. Et moi, d'entrée de jeu, je parle du problème. Je parle du problème, je joue vraiment la carte de l'honnêteté. Si tu me prends avec, voilà, ok. Si tu ne me prends pas, c'est bon. Donc, j'ai eu la chance de travailler 6 ans dans cette fondation et mon problème était connu. Mon problème était connu, donc j'ai vraiment eu des aménagements de poste, de travail. J'ai eu une assurance maladie santé alors que j'étais stagiaire à l'époque. J'ai eu droit aux prêts pour des soins à l'étranger. Vraiment, j'étais chanceuse. Mais Oui, une bonne expérience, oui. j'ai une bonne expérience, mais ça peut pas arriver à tout le monde. Et malgré ça, c'est moi en fait qui les ai fait découvrir l'endométriose, mais malgré ça, il y avait quand même une incompréhension par rapport aux collègues qui pensaient que j'étais plus favorisée
que les autres, alors qu'en fait, il y avait tout un problème derrière. Et depuis que je suis en France, c'est la même carte. Je joue la carte de la transparence. Mais ce qui est bien en France, c'est que voilà, je bénéficie d'une reconnaissance de travailleur, de qualité de travailleur vivant avec handicap. D'accord. Donc, j'ai droit à l'obligation de travail. J'ai une carte handicapée. Donc, voilà, je ne peux pas rester debout longtemps à faire la queue devant les caisses, dans les transports. Donc, voilà, vraiment, ça me facilite la vie. Mais tout ce qu'on n'a pas, en fait, au Congo, on n'a pas en Afrique. Je comprends. Non, mais c'est une belle expérience parce que c'est vrai que en plus de la précarité, en plus des maladies qui gravitent autour, on parle de l'endométriose, autour des droits des filles et des femmes, et c'est important parce que c'est en mettant des actions, c'est en posant, c'est en ayant voilà, des activités comme les tiennes de sensibilisation pour faire connaître le plus grand nombre, pour que les gens comprennent et que justement que les filles et que les femmes qui souffrent d'endométriose soient moins exclues. La route est longue, mais petit à petit, on pourra arriver quelque chose. Et pour toi, du coup, quels sont les défis majeurs liés à la sensibilisation et à l'éducation sur l'endométriose en Afrique? Tu vois, notamment dans les communautés rurales où l'accès à l'information est limité. Je parle beaucoup des communautés rurales parce que c'est vrai que je dis pas que dans les zones urbaines, les filles sont privilégiées, mais un peu parce que toutes les actions se font essentiellement là. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant de faire pour aussi les zones reculées qui n'ont pas accès à ces informations-là et où des filles peuvent souffrir aussi de cette maladie? Je vais t'avouer quelque chose, Badila. Quand on arrive au mois d'octobre et que je vois toute la sensibilisation autour du cancer, du sein, de l'utérus, tout type de cancer, ça, ça crée un peu une petite jalousie en moi. Parce que je me dis qu'il y a certaines maladies qui sont prises en compte et pas d'autres. Alors que toutes les maladies se valent et personne ne veut être malade. La maladie, c'est là, c'est un fait, il faut trouver des solutions. Et si nos autorités, en fait, vraiment, si les pouvoirs publics, les chercheurs, les médecins, surtout les médecins qui côtoient les patientes au quotidien, pouvaient en fait en faire vraiment un cheval de bataille, vraiment l'endométriose serait connue de tous. C'est pas les moyens qui manquent. Mais nous, au niveau associatif, on reste limité. Faire une campagne à grande échelle, ça demande beaucoup de moyens. Il faut utiliser tous les canaux de communication. Voilà, les principaux sont voilà, la télévision, la publicité, beaucoup de choses et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Et donc, à notre niveau, c'est vraiment compliqué. Mais c'est vrai que vraiment faire une campagne à grande échelle, c'est un objectif de l'association. Faire des campagnes dans les zones rurales, des zones rurales, faire des campagnes même à Brazzaville, ça reste en fait, il y a toujours le besoin, il y a un grand besoin. Et donc, voilà, c'est vraiment un coup de pouce ne serait pas de refus parce qu'on fait avec en fait, nos fonds propres et tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment faire des sensibilisations à petite échelle. Mais si vraiment on pouvait avoir des moyens de faire, vraiment l'idée, c'est vraiment aller même dans les départements, dans les villages, vraiment dans les zones où ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès pour vraiment sensibiliser. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont les symptômes, qui seraient atteintes et qui vivent longtemps avec la maladie et qui sont même stigmatisées. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu avec tout ton cœur et ton implication que je connais pour cette cause. Alors, la Journée internationale de la fille est célébrée sous le thème La vision des filles pour l'avenir. Quelle serait pour ce mot de fin ta vision pour les filles atteintes d'endométriose qui souffrent déjà de la maladie, qui sont exclues par rapport à la maladie, mais qui en plus de cela doivent subir la précarité menstruelle, les problèmes d'accès à l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure,
aux serviettes hygiéniques, aux médicaments, aux soins de santé appropriés. Quelle est ta vision et quel est ton souhait? Tu peux le résumer en une phrase, en 2 ou 3 actions. Je te laisse libre voilà, de donner ta vision du point de vue du thème dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. Ma vision est que vraiment dans chaque capitale ou dans chaque ville, qu'il y a un centre dédié à la prise en charge de cette maladie, de l'endométriose, ou des règles, ou par exemple la précarité menstruelle, pour éviter la précarité menstruelle, voilà, des centres où on sait qu'on peut avoir des serviettes, on pourrait avoir des soins, on pourrait avoir des premiers soins, on pourrait se reposer, on pourrait avoir tout un accompagnement pluridisciplinaire et voilà, des médicaments. C'est vraiment, 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 ce serait vraiment le rêve. Avoir vraiment un centre dédié dans différentes villes. Dans différentes villes Vraiment. afin que les filles, il y a des jeunes filles à un endroit et des femmes Un aussi de où se référence, rendre, où elles oui, sont écoutées, comprises et j'ai bien entendu prises en charge. En tout cas, pluridisciplinaire. merci beaucoup, pluridisciplinaire. Merci beaucoup, Yacine. As-tu une actualité ou un message à faire passer par rapport justement à tes actions autour de cette cause qu'est l'endométriose? Un besoin aussi, profite de cette journée pour exprimer ton actualité ou quelque chose, un besoin par rapport à l'association, aux actions que tu mènes. Oui, en fait, les actions de Congo actuellement au Congo sont suspendues. Je me suis focalisée sur la recherche sur la maladie, donc parce que l'un des objectifs de l'association, c'est soutenir, en fait, aider à trouver un traitement pour l'endométriose. Donc, avec une association en France, et Bonnie Magic Girl, en fait, qui organise un gala chaque année. Donc, je contribue par ma présence et ma participation à ce que un traitement soit trouvé, donc à mobiliser la recherche. Et ce qui serait bien, c'est vraiment organiser aussi au Congo un gala, un panel des médecins, voilà, des personnes impliquées à cette cause pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, peut-être très prochainement. En tout cas, donc prochainement, un gala au Congo. En tout cas, c'est ton souhait et on fera tout pour t'accompagner sur l'organisation de ce gala. Quand tu seras prête, parce que Oui. c'est vrai que je pense que tu as entendu parler des objectifs de développement durable des Nations Unies, que l'objectif 5 est réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les filles, toutes les femmes, pardon, et les filles. Et ça passe aussi par cette sensibilisation, par ces questions, parce que pour les autonomiser, il faut déjà qu'elles se sentent bien en tant que filles, en tant que femmes et dans leur santé. Oui. Voilà. Alors, je te souhaite bon vent pour la suite et merci encore d'avoir accepté l'invitation à ce webinaire. Au revoir, Yacine. Bon, Attila.